Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment sécuriser l'accès à son compte Airtable et à ses bases Airtable. Donc en gros on va parcourir ensemble toutes les bonnes pratiques pour bien sécuriser ses accès à Airtable. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse et j'espère que c'est le cas, je vous invite à rester avec moi et on se retrouve juste après. Voilà, donc comme d'habitude, j'ai préparé un petit whimsical où je vais récapituler en fait les différents points à parcourir. Donc, on va parcourir 4 points, quatre grands chapitres, on va dire. Le premier, c'est la sécurisation du compte, vraiment l'accès au compte Airtable. Airtable étant un outil en ligne, on y accède avec un compte et c'est évidemment essentiel de bien sécuriser l'accès à son compte. Sinon, tout ce qu'on va faire par la suite n'aura aucune importance, c'est vraiment le point d'entrée au compte qui est le plus important. Euh, Ensuite, on va parcourir les permissions, donc les droits d'accès, tout ce qui est permission d'accès à des bases de données, à des workspaces, de modification de certains champs, etc. Ensuite, on va parcourir l'aspect sauvegarde de données, on va voir ensemble ce qui est déjà disponible nativement dans Airtable et ce que d'autres fournisseurs éventuellement pourraient proposer et une petite astuce que moi j'utilise quand même pour exporter les données. Voilà. Ensuite, le quatrième point, ce sera la sécurité des clés API. Vous êtes beaucoup à manipuler des clés API, à intégrer Airtable avec d'autres outils. Il y a quelques bonnes pratiques qui sont maintenant possibles grâce à une nouvelle mise à jour d'Airtable. Donc on va voir ça ensemble. D'abord pour la sécurisation du compte. Évidemment, comme pour tous les comptes, mais c'est toujours important de le rappeler, l'essentiel c'est d'avoir un mot de passe robuste. Là, je ne vais pas m'étendre plus que ça sur le sujet. Je pense que vous êtes tous capables de trouver un mot de passe qui est robuste. C'est un mot de passe qui est assez long, avec des caractères, etc., etc. Ensuite, il y a le 2FA. Le 2FA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Two-Factor Authentication. Donc, c'est de forcer Airtable à nous demander un double facteur d'authentification. Le premier étant le mot de passe et le second étant alors en général une application Google Authenticator qui est sur votre smartphone ou vous pouvez également stocker le 2FA sur par exemple OnePassword si vous gérez vos mots de passe avec un gestionnaire de mots de passe. Ensuite, en dehors de ces points-là, il y a évidemment l'email de récupération. Ce que j'appelle l'email de récupération, en fait ici c'est pas vraiment une adresse email de récupération, mais c'est plutôt votre adresse email, l'adresse email de votre compte Airtable. Donc ça c'est évidemment important aussi d'être sûr d'y avoir accès. Assurez-vous que vous utilisez bien la bonne adresse email, celle qui est associée peut-être à votre adresse professionnelle, etc. En tout cas c'est toujours un point qui est important de vérifier. Alors ensuite au niveau des permissions. Au niveau des permissions, on a différents niveaux de permissions. Je vais aller du plus large au plus fin. On a d'abord les collaborateurs de Workspace. Donc là, c'est quand vous allez sur votre page d'accueil, vous avez vos différents Workspace et toutes les petites têtes que vous voyez ici en haut à droite de votre Workspace, ça c'est les collaborateurs qui ont accès au Workspace dans son ensemble. Donc là, ça va être important d'aller voir ces différents collaborateurs et donc vous cliquez à cet endroit-là et vous regardez les différentes permissions qui sont associées à chaque collaborateur. Vous assurez que tous les gens qui sont mentionnés là sont toujours bien actifs dans votre entreprise ou que c'est toujours des prestataires actifs, etc. Si ce n'est pas le cas, évidemment, vous les supprimez parce que là, ils ont toujours accès. Donc c'est comme s'ils avaient accès à votre entreprise. Je ne sais pas ce qui est stocké dans Airtable, mais c'est évidemment important de ne garder que les collaborateurs actifs. Euh, Ensuite, on a les collaborateurs sur la base. Donc parfois, vous n'êtes pas collaborateur sur un workspace, ou vous avez invité quelqu'un, mais non pas comme collaborateur sur un workspace, mais sur une base spécifique. Donc le fait d'avoir vérifié à l'étape précédente n'implique pas que vous n'avez pas de collaborateurs sur les bases. Donc je vous invite quand même à vérifier les collaborateurs sur les bases, et de manière générale, essayez de partager plutôt un accès workspace. Donc par exemple, si vous avez un workspace avec tous vos employés et que tous vos employés ont accès à toutes les bases du workspace, partagez plutôt un accès au workspace plutôt qu'à des bases individuelles. Ce sera plus facile à gérer sur le long terme. Évidemment, si vous voulez donner accès à seulement 2 bases sur les 6 qui sont disponibles sur votre workspace, vous le faites base par base plutôt qu'au niveau du workspace. Euh, Ensuite, le troisième point de permission, ce sont les permissions sur les tables. Donc là, vous y accédez en allant directement au niveau du nom de la table, en faisant la petite flèche vers le bas, et vous allez sur Edit Table Permissions, et là, vous aurez le choix de choisir qui peut créer des records, qui peut supprimer les records, etc. en fonction des permissions. Vous avez également les permissions des champs
sur une table. Donc de la même manière ici, vous allez sur la petite flèche là, sur un champ, et vous changez les permissions du champ, et là vous avez la possibilité de modifier ces valeurs. Alors évitez dans un premier temps, sauf si vraiment vous avez une base qui est très mature et vous savez ce que vous faites, vous savez quels sont les champs qui doivent être modifiés, etc. Mais sinon, moi les permissions des champs, c'est vraiment un paramétrage dans lequel je vais assez rarement. Parce que la plupart du temps, c'est pas nécessaire, ça va venir rajouter une complexité quand même importante à la base. Vous risquez de trop sécuriser certains champs auxquels finalement certaines personnes ont besoin d'accéder, etc. Donc je dirais que ces permissions de champ, c'est vraiment plutôt un truc assez avancé dans les usages. Donc tenez-en compte. Ensuite, le point des sauvegardes de données. Les sauvegardes de données, c'est un sujet qui est essentiel. Euh, le nombre de fois où des personnes sont venues me dire oh, j'ai perdu, bon ici dans ce cas-ci on est dans le cloud, mais oh j'ai perdu mon ordi dans le train, j'ai ci, j'ai ça, etc. Et c'est toujours la même réaction que j'ai, c'est pourquoi tu n'as pas sauvegardé tes données. Donc ça vraiment, c'est un point essentiel, c'est de sauvegarder les données. C'est toujours un point qu'on néglige quand on a ces données sous la main et qu'on regrette quand on ne les a plus. Vraiment, sauvegardez vos données. Alors, nativement, Airtable sauvegarde déjà vos données, c'est-à-dire qu'eux ont évidemment des backups qui sont redondants de vos données. Ils sauvegardent en plus sous la forme de snapshot, c'est-à-dire que votre base, ils viennent prendre une capture en fait de la base à intervalles réguliers et le sauvegardent. Et vous pouvez accéder à ces snapshots en allant en haut à droite, juste à côté de Help, ici sur le screenshot vous le voyez, et vous allez dans Snapshot. Ces snapshots, c'est très bien. La seule chose, c'est que quand vous les restaurez, ça restaure le snapshot sous la forme d'une nouvelle base. Ce qui veut dire que cette nouvelle base va se voir attribuer une nouvelle base ID, ce qui est l'ID de la base, qui est appelé App ID. Il y a aussi les field ID qui vont changer, donc toutes les références de vos champs vont changer, et tous les record ID, qui sont les références uniques de chaque ligne, vont changer. Ce qui veut dire que vous restaurez une copie de la base, mais qui en fait n'est pas identique à la base d'origine. Vous conservez la base d'origine, vous créez un doublon, on va dire, qui contient les anciennes données. Donc c'est une bonne solution si vous voulez voir ce qui s'est passé. En revanche, si vous avez supprimé beaucoup de données et que vous voulez repartir du backup, ça rend les choses très compliquées puisque les anciennes données se trouvent dans la base là et les données qui ont été, enfin, les données qui ont été supprimées se trouvent dans votre version restaurée mais qui est une autre base. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va casser potentiellement toutes vos automatisations avec Make, etc. Donc c'est un point quand même à garder en tête. C'est que si par exemple vous restructurez largement votre base, vous allez avoir des difficultés à réimporter les vieilles données dans la nouvelle. Voilà. Voilà. Si jamais vous rencontrez ce type de problème avec des bases, etc., des données qui seraient manquantes et vous vous rendez compte que les structures ne sont pas tout à fait cohérentes, plutôt que de toucher directement, n'hésitez pas à prendre un appel. Il y a les liens qui se trouvent dans la description. Vous prenez un appel d'une heure, on fait le point, on voit ce qui a été fait et ça évite de faire les choses dans la précipitation parce que d'expérience, les clients qui essayent de résoudre ce type de problème eux-mêmes se lancent un peu à l'arrache, je veux dire, sur ce problème-là et causent plus de problèmes que ce qu'il n'y avait. Puisque là, ce qui se passe, c'est quand on supprime des données, quand on vient modifier des données, etc., il y a des éléments qui sont essentiels, comme par exemple les dates de mise à jour des champs. Et si on commence à trop changer ces éléments-là, sans s'en rendre compte, on va retirer tous les indicateurs qui nous permettent de savoir ce qui a été changé, etc. Donc voilà, dans ce genre de situation, pas de panique. Moi, je vous conseille de prendre un appel d'une demi-heure ou d'une heure. On fait le point et ensuite vous pouvez agir une fois que vous avez bien réfléchi à la stratégie. Alors, le deuxième point pour les sauvegardes, c'est l'export CSV. Moi, c'est quelque chose que je fais sur les bases importantes, un export CSV, quand je dis pas 11, 2 fois par an. J'ai même des rappels pour certaines bases de le faire. C'est simplement, moi, l'idée ici que je vous propose, c'est de créer une vue qui s'appelle Backup CSV sur chacune des tables de votre base, la base principale. En général, les clients ont toujours une base principale sur laquelle ils travaillent. Après, il y a quelques bases satellites, mais qui sont moins importantes. Ici, sur votre base principale, créez une vue backup CSV sur chaque table et régulièrement, assurez-vous aussi que cette vue soit créée sans filtre, puisque si vous avez des filtres, vous n'allez pas inclure tous les records, donc il faut vraiment qu'il n'y ait aucun filtre. Et ensuite, vous allez faire un download CSV de chacune de vos tables et vous mettez ça sur votre Google Drive ou autre. Et ça, au moins, ça vous fera un backup des données. C'est très difficile après Enfin, c'est très difficile. C'est difficile après à réexploiter, mais en tout cas, vous avez un backup de vos données si vous devez continuer votre activité et que vous avez perdu votre base Airtable. Et la troisième solution, moi j'utilise un outil de backup externe dont je vous mettrai le lien en description. L'avantage des outils de backup externes, c'est que comme ils sont externes, ils ne dépendent pas d'Airtable, ce qui veut dire que, parce que dans le cas des snapshots qu'on a vu juste avant chez Airtable,
Cette solution-là, elle est très bien tant que c'est vous qui avez fait une bêtise et que vous devez restaurer des données que vous avez cassées. En revanche, c'est Airtable qui tombe down et que pour une raison ou une autre, eux sont victimes d'une cyberattaque ou que sais-je, et que toutes les données disparaissent, là, les outils de snapshot ne fonctionneront probablement plus non plus. Donc en fait, c'est toujours un peu délicat de se baser sur les outils de backup de l'éditeur en lui-même, puisque ces backups sont stockés au même endroit que les données principales. Donc si vos données principales disparaissent, en général, les backups disparaissent aussi. Donc c'est pour ça que faire un export CSV ou utiliser un outil de backup externe, ça peut être pertinent dans certains cas. Et ici, l'avantage de cet outil dont je vous parle, c'est qu'il permet une restauration directe. Donc si vous avez des records qui ont disparu, etc., vous allez pouvoir les restaurer en direct sur la base d'origine. Et ne pas faire comme avec le snapshot, c'est-à-dire recréer un doublon de base. Ici, ça restaure vraiment dans la base d'origine. Donc ça, c'était l'autre point sur la sauvegarde des données. Et le dernier point que j'aimerais aborder, et j'en parle spécifiquement parce qu'une nouvelle fonctionnalité d'Airtable est sortie, c'est la sécurité des clés API. Donc vous êtes nombreux à intégrer votre outil Airtable à d'autres outils, Integromat, Make, Zapier, Document, plein de différents outils qui sont très sympas. Jusqu'ici, Airtable vous proposait par contre de générer une clé API. Le problème, c'est qu'il générait une seule clé API. Donc vous alliez donner cette clé API chez Document, vous allez donner cette clé API chez Zapier, chez Integromat, chez Make, peu importe, dans plein d'outils différents. Déjà, ça posait un problème important, mais on n'avait pas le choix jusqu'ici, c'est que si Document ou n'importe quel autre outil, je ne vais pas les cibler spécifiquement, mais si n'importe quel outil se fait hacker et qu'on parvient à récupérer ces clés d'API, vous êtes incapable de révoquer cette clé API puisqu'elle a été utilisée sur plein d'autres services. Donc si vous faites un reset de cette clé API, vous cassez toutes vos autres intégrations. Et ça, c'est évidemment problématique. Donc ça veut dire qu'en fait, vous êtes lié à une clé spécifique qui est partagée auprès de plein de fournisseurs, et si elle vient à être corrompue, eh bien vous serez obligé de casser tout votre système et de le reconfigurer avec une nouvelle clé API. Donc c'est pas idéal. En plus de ça, cette clé API, si vous l'utilisez chez Document et que Document par exemple a besoin juste de votre base de facturation, quand vous donnez votre clé API, vous donnez aussi accès à tous vos autres workspaces, à toutes vos autres bases, en lecture, en écriture, etc. Alors qu'a priori, c'est pas nécessaire. Donc on a plusieurs problèmes. On a le partage d'une clé unique, et on a en plus un manque de granularité avec cette clé unique que vous voyez ici sur mon screenshot, qui est celle qui était un peu en rose comme ça. Ça, c'était la clé unique qui était générée. Alors, jusqu'ici, on était obligé de faire ça. Maintenant, Airtable rentre en phase bêta sur les Personal Access Tokens. Et ça, l'idée, c'est de générer des Access Tokens qui sont individuels. Donc ça, je peux vous montrer. Je mettrai aussi peut-être le lien en description pour créer des tokens. Donc là, l'idée, c'est qu'on a notre liste d'Access Token et on peut en créer un. Et là, je suis dans l'écran de création. Je vais pouvoir directement créer un token où je vais dire, par exemple, ça c'est mon token Document. Et je vais pouvoir choisir les scopes. Les scopes, c'est les permissions, c'est le cadre dans lequel cette clé API peut être utilisée. Donc ici, moi, je veux que, par exemple, Document, bon, a priori, ça, c'est un peu plus technique, il faut savoir de quoi a besoin l'outil sur lequel on s'intègre. Mais par exemple, moi ici, je sais que Document, il va avoir besoin de lire mes datas et il va avoir besoin de pouvoir les écrire aussi puisqu'il va aller mettre l'attachment. Par contre, est-ce qu'il a besoin d'accéder aux commentaires des records? Non. Ok, ben je ne le mets pas. Est-ce qu'il a besoin d'aller écrire des commentaires dans mes records? Non. Est-ce qu'il a besoin d'aller lire la structure de la base de données? À l'heure actuelle, en tout cas, ce n'est pas le cas. Et d'écrire la structure de la base de données non plus. Donc déjà, vous êtes sûr que cet outil-là, même s'il se fait hacker, le token API qu'on lui a redonné sera incapable de faire autre chose que lire et écrire de la data sur votre base. Il ne viendra jamais modifier votre structure, il ne viendra jamais lire votre structure, etc. Et ensuite, les webhooks, on n'en a pas besoin non plus. Donc en fait, on a déjà limité ici les scopes, on n'a pas tout coché, on coche seulement ce qui est important. Et même chose ici pour les permissions. Moi, je vais dire par exemple que je veux uniquement avoir accès à cette base-ci, et je sais que du coup, Document ne pourra avoir accès qu'à cette base-là. Maintenant, je pourrais tout à fait dire par exemple, si je veux qu'il ait accès que à ça, je l'appelle Document et puis le nom de la base par exemple, pour éviter, parce que probablement vous voudrez à un moment intégrer Document avec plusieurs bases. C'est important d'être du coup le plus spécifique possible, et donc ici, on pourrait tout à fait avoir une convention. Bon, ça je vous laisse trouver vous-même, mais dire par exemple, ça c'est Document Apex IT Data RW pour read-write. On peut écrire la data et la lire. Et quand je crée mon token ici, ce que ça fait, c'est que ça me génère un token
unique et je peux réutiliser ce token-là plutôt que d'utiliser mon token, le token court qui commence par key, etc. Ici, vous avez un long token et en plus de ça, il est hyper spécifique pour une base avec certaines permissions, etc. Donc moi, je vous encourage vraiment à utiliser cette solution-là pour intégrer vos outils, peut-être progressivement commencer à migrer là-dessus. Faites attention parce qu'à l'heure actuelle, vous utilisez une clé API, donc vous ne savez pas spécifiquement quelle base vous allez interroger, etc. Donc soyez quand même attentifs. Vous pouvez commencer peut-être sur les nouvelles intégrations à utiliser ces tokens personnels, vous faire un peu la main là-dessus et progressivement migrer vers cette solution-là qui pour moi est beaucoup plus sécurisée. Donc pour rappel, nous c'est le genre de service qu'on propose, de faire des audits de sécurité sur votre base, etc. Ça peut prendre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures pour un audit relativement superficiel. Ça dépend évidemment le nombre de bases, le nombre de collaborateurs, etc. Mais si c'est un sujet que vous voulez nous déléguer, n'hésitez pas à utiliser les liens qui se trouvent directement dans la description. J'espère sinon que cette vidéo vous aura été utile. Je pense qu'on a parcouru quand même un grand nombre de sujets et que ces éléments-là, ces bonnes pratiques vous permettront vraiment de sécuriser votre compte et votre base Airtable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas évidemment à les laisser en commentaire. Et sinon, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.